Salam alaikum, chers téléspectateurs, chers élèves, chers amis professeurs. C'est Dr Sisseydou. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'extrait du bac 2013. Donc, précisément la synthétique chimique. Donc, on va passer directement à la lecture du dossier. Bismillah. En oxyde à l'adapté est égal à 0, en volume V1 est égal à 100 ml d'une solution S1 d'iodure de potassium. De concentration C1 est égal à 4,64 puissance moins 2 mol par litre par un volume V2 de 100 ml d'une solution S2 d'eau oxygénée H2O2 de concentration C2 est égal à 4 fois puissance moins 2 mol par litre. On ajoute à ce mélange un volume négligeable d'acide sulfurique très concentré. Donc ici, la première question qu'on vous demande, c'est de donner les coupes redox mises en jeu, écrire l'équation de la réaction. Ok. Là, la deuxième question, on vous demande calculer à l'adapté est égal à 0 la concentration de I- et celle de H2O2 dans le mélange, lequel des deux réactifs est en excès. Alors, voilà la correction. On va passer à la correction. Donc, les coupes redox mises en jeu ici, vous avez I2I-, H2O2 l'oxygéné et H2O. Donc, ce sont des questions qui sont fréquentes qu'on vous pose au baccalauréat. Alors, là, on vous demande l'équation bilan de la réaction. Donc, quand même, vous avez une autre étape. Ici, 2I- plus 2H plus H2O2 donne, ici, I2 plus H2, 2H2O. Donc là, on peut vous donner la démonstration. Vous passez par là. Là, vous avez H2O2, H2O. Vous avez I2I-. On sait comme potentiel standard égal à 0,77 volts. Ici, c'est égal, le potentiel standard égal à 0,54 volts. Donc, on peut passer par la règle de gamma. Ici, regardez. On peut passer par la règle de gamma. Donc là, on commence. Donc H2O2. H2O. Vous avez I2. I-. Donc là. Donc on a H2O2 donne H2O. Ok. Donc on peut équilibrer. Multiplier ici par 2. Donc plus 2H plus 2 électrons de moins. Alors là, je vais dire I2 donne I-, on va dire I- donne I2. I- donne I2. Ici, par 2, donc plus 2 électrons de moins. Donc ici, l'équation bilan, on simplifie les 2 électrons. Donc ici, on a H2O2 plus 2H plus 2I-. Le break là-bas, j'ai commencé par I-. Donc donne 2H2O plus I plus I2. Donc, voici la démonstration. On va obtenir l'équation bilan de la réaction. Donc, on revient à l'élucidation, plutôt à la solution. Donc, les coupes redox, vous avez I2I-, H2O2, H2O. Donc, vous avez l'équation bilan. Donc, c'est une question qui est très facile. Donc, là, on vous demande de calculer les concentrations initiales. Donc, les concentrations initiales, ici, par définition, la concentration est égale à N sur V, mais ici, il s'agit bien d'un mélange. Donc, N égale à C fois V, divisé par quoi? Par le volume total, parce qu'on a mélangé. C'est un mélange. Alors, donc, la concentration initiale de I- est égale à C1 fois V1 divisé par le volume total. Le volume total, c'est V1 plus V2. En calculant la concentration de I-, on trouve 2,32 fois 10 puissance moins 2 mol par litre, bien sûr. Il ne faut pas oublier les litres. Alors, la concentration d'H2O2 initiale égale à C2 fois V2 divisé par le volume total. Donc, là, on se retrouve avec la concentration initiale de H2O2 est égale à 2 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Donc, vous pouvez toujours vérifier les calculs. Alors, on vous demande lequel d'entre eux est le réactif annexé. Mais en général, au baccalauréat, on vous demande lequel d'entre eux est le réactif limitant, mais on peut vous demander, au contraire, bien sûr, lequel d'entre eux est le réactif annexé, c'est le plus grand. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend les concentrations initiales, on divise par les coefficients stoichiométriques. Ici, on sait que ici, le coefficient stoichiométrique de I- c'est 2.
Ok, on divise par 2, on obtient cette valeur, 1,16 fois 10 puissance moins 2. Et la concentration initiale de H2O2 divisée par son coefficient stoichiométrique. Et on sait clairement que c'est 1, donc ça nous donne 2 fois 10 puissance moins 2. Donc on sait lequel d'entre eux est plus grand. Attention, on a dit que lequel d'entre eux est le réactif en excès. Faites attention. Donc ici, on voit clairement que H2O2 est le plus grand. Pourquoi? Parce que ici, sa valeur est de 2 fois 10 puissance moins 2. Et par contre, ici, c'est 1,16 fois 10 puissance moins 2. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire qu'il faut faire les choses d'une façon mathématique. Donc H2O2 initial divisé par son coefficient stoichiométrique est supérieur à la concentration de I- sur 2. Donc, on va dire H2O2 est en excès, bien sûr. Donc ici, c'est le réactif en excès. Alors, donc, on va passer à la question 3, bien sûr. Donc, 3, ici, on détermine à différents instants la concentration du diode formé. On obtient la courbe ci-dessus. Donc, vous avez cette courbe, ok, de I2 qui est en fonction du temps. Alors, là, la question 3.1, on vous demande de définir la vitesse instantanée de formation de I2 et la calculer, la date t est égale à 12,5 minutes. À déduire la vitesse de disparition de I- à cette date, comment évolue ces vitesses en fonction du temps, quel est le facteur cinétique responsable. Donc là, vous avez pas mal de sous-questions. Alors, donc, il faut connaître avant tout, mes chers élèves, toutes les définitions d'abord. Il ne faut pas connaître qu'une seule définition. Alors, il faut connaître la vitesse instantanée de formation, la définition d'une vitesse instantanée de formation. Donc, par définition, c'est la dérivée de la concentration ici de I- par rapport au temps, ce qui correspond au coefficient directeur de la tangente à une date t. Maintenant, supposons que on a une vitesse de disparition. Donc, vous allez dire, c'est l'opposé de la dérivée de la concentration par rapport au temps, ce qui correspond à l'opposé du coefficient directeur de la tangente à une date t. Ok? Maintenant, ça, ce sont les vitesses instantanées. Vous avez aussi ce qu'on appelle les vitesses moyennes. Donc, c'est la variation de la concentration. Ok? Donc, là-bas, c'est la variation. Faites attention. Ok? On y viendra. Mais quand même, ici, pour répondre à la question, ici, la question 3.1, on vous demande de définir la vitesse instantanée. Donc, on voit que le lien faut être clair. Donc, c'est la dérivée de la concentration par rapport au temps, donc la concentration de I2 par rapport au temps, ce qui correspond au coefficient directeur de la tangente à date t est égal à 12,5. Donc, vous faites la définition mathématique aussi. V est égal à la dérivée de I2 par rapport au temps. Alors, on vous demande de la calculer à l'instant t est égal à 12,5. Donc, beaucoup d'élèves font cette erreur. Ils confondent ça avec la vitesse moyenne. Non, la vitesse instantanée, on vous donne une date et grâce à cette date, vous tracez la tangente. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On choisit 2 points sur la tangente. Mais de préférence, prenez le débit, ça veut dire les points exacts, le débit de la tangente et la fin de la tangente. Ok? Alors, donc, ce qu'on fait, bien sûr, le débit, on prend ce point, ça le point A si vous voulez, et là, le point B. Ok? Donc là, qu'est-ce qu'on fait? La concentration finale, moins la concentration initiale, et bien évidemment, c'est fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Ok? Donc, il ne faut pas oublier ça. Donc, voilà, 12 moins 6. 12, ça correspond à 25. 6, ça correspond à 12,5. Donc là, donc vous avez ici cette valeur, VI2 est égale à, bien sûr, 2,4 fois 10 puissance moins 4 mol par litre par minute. Donc on vous demande ici de déterminer, en déduire la vitesse de I-. Donc ici, d'après l'équation bilan de la réaction, ici, on a VI- sur 2, divisé par son coefficient, est égal à VI, I2 c'est là. Donc, produit en quoi? On obtient VI- est égal à 2 VI2. Donc, on obtient VI- est égal à 4,8 fois 10 puissance moins 4 mol par litre. Ok. Donc, ici, on vous demande comment évolue cette vitesse. Donc, la vitesse, elle diminue au cours du temps. On sait que les facteurs responsables, c'est la concentration des réactifs. Ici, au cours du temps, la concentration des réactifs, ici, diminue. Ok. Maintenant, la question, l'avant-dernière question. La question 3.2, on vous demande de calculer la concentration des I- et H2O2 présente dans le mélange réactionnel à l'instant t est égal à 30.
Ok. Donc, qu'est-ce qu'on constate? À l'instant t égal à 30, la réaction elle est inachevée. Ok. Donc, comment répondre à cette question? C'est très simple. Ici, il faut toujours reformuler la question. Ok. Calcul des concentrations I moins H2O2 présente à l'instant t est égal à 30 minutes. Donc, ici, la concentration, c'est qu'est-ce qu'on a ici graphiquement? On a graphiquement la concentration de I2 à l'instant t égale à 30, ok, correspond à 11 fois 10 puissance moins 3 par litre. Ok. Et nous, attention, ce qu'on nous demande, c'est la concentration de I- et celle de H2O2. Ok, ça veut dire l'oxygène. Et cette concentration, c'est la concentration restante, bien sûr. Donc ici, on a la concentration de I-, la concentration de I-, bien sûr, restante, égale initiale moins dispari. Et dispari, on sait que la concentration de I- dispari égale à 2 fois la concentration de I2. Ok, donc la concentration de I- restante égale à 2,32. On l'avait calculé auparavant, moins la concentration de I de 2 fois I. Donc là, on obtient 2 fois 11 fois 10 puissance moins 3 et on obtient la concentration. Cette concentration est une concentration restante, donc il ne faut pas l'oublier. Est égale à 1,2 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Donc on va faire la même chose pour la concentration de H2O2. Mais ce qu'il faut comprendre, comme je vous l'ai dit, la concentration, c'est une concentration restante. Ok, la concentration H2O2 restante égale à initiale moins dispari. Et dispari, on va faire le rapport ici. Donc H2O2 dispari est égal à la concentration de I2 formée. Ok, ici on voit clairement qu'ils ont les mêmes coefficients psychométriques. Ok, donc là c'est très simple. Il suffit juste de remplacer la concentration de H2O2. On l'avait déjà calculé, c'est 2 fois 10 puissance moins 2. Donc, moins la concentration de I2 formée à l'instant t égale à 30, qui est 11 fois 10 puissance moins 3. Et au final, on obtient la concentration. Cette concentration est égale à 9 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. OK? Alors, on vous demande la dernière question de déterminer le temps de demi-réaction. Alors, le temps de demi-réaction, ici, la quatrième question, déterminer le temps de demi-réaction. Alors, le temps de demi-réaction, c'est le temps au bout duquel la moitié des réactifs limitants a été consommée. Ici, par définition, vous pouvez même vous demander la définition. Mais ce n'est pas le cas. Donc, le temps de demi-réaction, ici, d'après la courbe, donc c'est très simple pour déterminer le temps de demi-réaction graphiquement d'ailleurs. Donc là, ok, là, ok, on divise par 2, là, supposons, là, 2 en demi, voilà. Donc c'est comme ça qu'on détermine le temps de demi-réaction. Comme je vous l'ai dit, il faut savoir définir le temps de demi-réaction. C'est le temps au bout duquel la moitié des réactifs limitants a été consommée. Donc ici, c'est comme ça qu'on détermine. Et ici, quand on détermine graphiquement, on obtient 5 minutes. Donc, mes chers élèves, on se retrouve tout de suite pour faire l'exercice de la physique. Ok, c'est là. Donc, chers téléspectateurs, on va continuer par un exercice de physique, précisément dynamique. Alors, donc, on va passer directement à la lecture du verset. Bismillah. Donc, ici, une gouttière ABC sert de parcours à un mobile supposé ponctuel. De masse M est égal à 100 grammes. Le mouvement a lieu dans un plan vertical. La première partie, donc vous avez ici 3 parties, la première, deuxième et la troisième partie. Donc la première partie, sa partie curviligne AB est un arc de cercle parfaitement lisse. Donc OA, OB est égal à pi sur 2 radians. R est égal à OA est égal à OB égal à 1 mètre. Le mobile est lancé en A avec une vitesse VA est égale à 5 mètres par seconde, bien sûr. Verticale est dirigée vers le bas et glisse sur la portion AB. Donc la première question qu'on vous demande ici, c'est d'établir l'expression littérale de la vitesse au point M, Vm, du mobile en un point M tel que OB, OM, vecteur bien sûr, est égal à θ. En fonction de VA, GR et θ. Calculer numériquement sa valeur donc en B. Donc la vitesse, c'est la valeur de la vitesse au point B.
Donc, dans l'expression de la vitesse, mes chers élèves, on doit voir quoi? On doit voir VA, on doit voir G, on doit voir R, on doit voir θ. Ok? Donc, là, on va passer à la correction. Donc, c'est la partie AB. Ok? Donc, on va avant tout représenter les forces. Donc, là, vous avez le poids, là, vous avez la réaction. Donc, là, c'est le point M. Ok? Le solide quitte le point A vers le point M. Ok? Donc, là, qu'est-ce qu'on va faire? On peut appliquer tout simplement le théorème de l'énergie cinétique. Donc, en appliquant le théorème de l'énergie cinétique entre M et A. Donc, la variation de l'énergie cinétique égale la somme des travaux des forces extérieures appliquées. Quelles sont les forces extérieures appliquées? Ici, on a le poids et la réaction. Donc, la vitesse initiale, donc 1 demi de mv final au carré, moins 1 demi de mva va au carré, est égal à quoi? Travail de R plus travail de P. Donc, tout simplement, on a factorisé par 1 demi de M, puisque ici, on aura 1 demi de M et 1 demi de M. Donc, le Vm au carré moins Va au carré est égal à travail des travaux des forces extérieures appliquées. Et quelles sont les forces extérieures appliquées? On a le travail de R et le travail de P. Le travail de R, on sait que c'est nul. Par contre, le travail de P existe, donc égal à mgh. mgh. Le travail d'une force égale à la force multipliée par son déplacement. Et elle est là. Ok? De là à là, la h. Donc on va le mettre là. Et là, on va voir, on constate que correctement ici, c'est un petit triangle. Et là, c'est le côté opposé. Ok? J'ai dit que or, ici, h est égal à r cos θ. Pourquoi r cos θ? Parce que ici, vous avez le côté opposé. Ok? Pardon, le côté adjacent à l'angle. Donc là, regardez clairement, là, vous avez le côté adjacent à l'angle θ. Donc là, vous avez, bien sûr, cos θ multiplié par r. Donc, on peut même dire, ici, en appliquant cos θ, ici, égal à côté adjacent c'est h, divisé par l'hypoténuse, et l'hypoténuse c'est r. Donc, h est égal à r fois cos θ. Ok? Donc, on revient à l'énoncé. Plutôt, on continue. Ici, h égale à r cos θ. Ok? Donc, les m sont déjà simplifiés ici. On a simplifié ici les m. Donc, enfin, ici, Vm, on aura été égal à la racine carrée de quoi? De Va au carré plus 2gr cos θ. Donc, Vm est égal à quoi? Est égal à la racine carrée de quoi? De Va au carré plus 2gr cos θ. Donc, on a dit l'expression de la vitesse au point M en fonction de quoi? A, G, R et θ. Va plutôt, G, R et θ. Donc, là, on sait clairement que c'est quoi? Alors, on continue. On vous demande en B, établir l'expression littérale, donc calculer numériquement B. Donc là aussi, on vous demande de calculer numériquement B. Donc là, VB plutôt. Là, on vous demande en B, là, en A, était de calculer la vitesse, l'expression de la vitesse au point M. Voilà, l'expression de la vitesse au point M. On vous demande après de la calculer. Donc, après, on vous demande ici en B, et établir l'expression littérale de la réaction. Donc là, on vous demande de calculer. Donc là, vous avez l'expression. Ok. Donc là, on vous demande de calculer cette vitesse en B. Donc là, vous avez là, la démarche elle est là. Donc VB est égal à quoi? Racine carrée de VA carré plus 2GR cos θ. Ici, vous avez cos de 0 est égal à 1. Donc vous avez racine carrée donc de VA carré plus 2GR. Et la vitesse, on trouve 6 mètres par seconde. Donc, on revient à l'énoncé, la question B. Établir l'expression littérale de la réaction de la piste sur le point M en fonction de mg, θ, R et Va. Calculer numériquement la réaction en B. Ok? Donc, ici, bien sûr, on va travailler à la base de freiner. Ok? Donc là, vous avez la normale. Et là, vous avez la tangentielle qui est là. Ok? Donc, vous avez les forces ici, le poids. Vous avez la réaction. Ok? Donc, cette réaction, c'est la réaction normale. Alors,
Donc là, comment déterminer l'expression de la réaction au point M? Donc ici, on applique la relation fondamentale de la dynamique, la somme des forces, bien sûr, extérieures, qui est égale à MA. Donc, quelles sont les forces? Vous avez le poids, plus la réaction est égale à MA. Donc, on va projeter suivant la normale, bien sûr. OK? Donc, en projetant suivant la normale, on aura moins P cos, alpha, cos θ, plus Rm est égal à quoi? MA. A, quoi? C'est A suivant la normale. C'est l'accélération suivant la normale qui est égale à V au carré sur R. OK? Ce qui est là. Mais V à quel point? Au point M. N'oubliez pas. V au point M, donc on obtient moins P cos, OK, plus cos θ, plus Rm est égal à MA. L'accélération, on l'a remplacée, puisque l'accélération sur la normale est égale à Vm au carré sur R. OK? D'ailleurs, là, j'ai expliqué. Donc, Rm est égal à mg cos, parce que P est égal à m fois g, vous le savez très bien, cos θ plus m. Ici, on a Vm, donc on remplace l'expression de Vm. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Vm, on avait dit que Vm ici est égal à racine carrée de quoi? De Va au carré plus 2gr cos θ. Donc, on revient ici, on va essayer de remplacer Vm par son expression, qui est bien sûr Vm au carré. Va au carré plus 2gr cos θ. OK? Donc là, il y a des simplifications. Quand on fait rentrer M sur R, quand on développe, on aura quoi? Rm est égal à mg cos θ plus mva au carré sur R plus 2gr cos θ m sur R. Donc là, les R vont se simplifier. OK? On va simplifier les R. Donc, on aura quoi? On aura Rm est égal à mg cos θ plus 2gm cos θ plus mva carré sur R. Et là, on a 2gm cos θ, mg cos θ, donc ce qui nous donne 3 mg cos θ plus vm plus mva au carré sur R. Donc, l'expression de vm, on l'a ici, Rm plutôt, Rm est égal à m en facteur de 3 g cos θ plus Va au carré sur R. Donc, vous avez l'expression de R. Donc, R en fonction de quoi? G, θ, Va et R. Donc, là, on l'a. OK? Et on nous demande, bien sûr, de calculer sa valeur. OK? De calculer sa valeur. Donc, là, ça est là, au point B, ça égale à 0. Donc, là, on remplace tout simplement. Va, on l'a. R, on l'a. G, on l'a. Donc, là, R est égal à 5,5 newtons. Donc, n'oubliez pas de mettre les newtons. Alors, maintenant la deuxième partie, ça c'est la première partie. OK? C'est la première partie. Alors, maintenant, on va attaquer la deuxième partie. Alors, on vous demande ici la partie 2, suivez. Donc, ici, la portion BC rectiligne et horizontale est rigoureuse. Les frottements peuvent être assimilés à une force F unique constante. Ça veut dire que les forces de frottement ne sont pas du tout négligeables, opposées au mouvement d'intensité F, sachant que le mobile arrive en C avec une vitesse BC est égale à 5 mètres par seconde. On donne BC, la distance BC est égale à 3 mètres. Alors, la question, c'est quoi? La première question, c'est de calculer littéralement, puis numériquement F, la première question. La question B, calculer l'accélération du mobile et en déduire la nature de son mouvement. OK. Alors, donc, entre B et C, mes chers élèves, entre ici B et C, quelles sont les forces qui s'exercent? Vous avez le poids qui est verticalement dirigé vers le bas. Vous avez la réaction. OK. Vous avez la force de frottement. OK. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour déterminer la force de frottement? On peut passer, bien sûr, par le théorème de l'énergie cinétique. OK? Donc, on aura 1 demi de M en facteur de Vc carré moins Vb carré est égal à travail de R plus travail de P plus travail de F. Maintenant, ce qu'il faut savoir, ici bien avant, bien sûr, c'est la variation de l'énergie cinétique égale à la somme des travaux des forces extérieures appliquées. L'énergie cinétique finale c'est au point C, moins énergie cinétique initiale, c'est au point B, est égal à travail de ces forces. Donc là, on l'a fait directement. OK? Et le travail du poids et le travail de la réaction sont nuls. Pourquoi? Parce que les deux forces sont perpendiculaires au déplacement du mobile.
Ok? Donc là, on tire la force. On aura F est égal à VB carré ou VC carré, c'est 2 fois M, bien sûr, c'est 2BC. Donc là, vous remarquez, ici c'était VC moins VB, mais là c'est VB moins VC. Pourquoi? C'est à cause du signe moins. Ok? Donc on obtient bien sûr F est égal à 0,33 newton. Donc là, on obtient clairement la valeur de la force. Voici, ici on a l'expression de la force et là, on a la valeur de la force. En B, on me demande la nature du mouvement, déterminer l'accélération et la nature du mouvement. Donc, quand on vous demande l'accélération, vous pouvez passer simplement par la relation fondamentale de la dynamique. La somme des forces extérieures appliquées est égale à MA. Quelles sont les forces extérieures? On a dit que c'est la réaction plus la force de frottement plus le poids est égal à MA. Maintenant, attention, ici c'est la somme des forces. Mais l'énergie cinétique, c'est la somme des travaux des forces. Okay? C'est la somme des travaux des forces. C'est un peu différent. Okay? La variation de l'énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces extérieures appliquées. Attention, parce que vous faites un petit peu une erreur là-dessus, entre les deux, énergie cinétique et la relation fondamentale de la dynamique. Et là, quand on projette suivant le mouvement, suivant l'axe, si vous voulez, X exprime, la réaction et le poids seront, là, on aura A est égal à moins F sur M, et on obtient, quand on fait l'application numérique, ici, on aura bien sûr moins 3,3 mètres par seconde au carré. Comme que l'accélération est égale à une constante, le mouvement est uniformément varié. Maintenant, accélérer ou décélérer, c'est très simple. Il suffit juste de faire le produit scalaire de A fois V. Si c'est supérieur à 0, on dit que le mouvement est accéléré. Si c'est inférieur à 0, on dit que le mouvement est décéléré. Donc, c'est très simple. OK. Alors, on revient à l'énoncé. Donc, en C, la question C, on vous dit déterminer le temps mis par le mobile pour traverser BC. Énoncer le théorème de l'énergie mécanique. Énoncer le théorème de l'énergie mécanique en D. Donc, ici, on vous demande en D, bien sûr, de calculer l'énergie mécanique du système au point B et C et conclure. Alors, ici, il y a à peu près 3 questions. Alors, le temps mis est égal à delta de V sur A, bien sûr. T est égal à V C moins VB divisé par A. Donc, le temps mis est égal à 0,52 secondes. Alors, en D, ici, la variation de l'énergie mécanique entre deux positions est égale à la somme des travaux des forces non conservatives. Alors, là, on a, pour calculer l'énergie mécanique en B, sûr, est égal à quoi? 1 demi de MVB carré. Ok? Maintenant, pourquoi? Parce que nous, on sait que l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique plus énergie potentielle. Énergie potentielle égale énergie potentielle présentée plus énergie potentielle élastique. Mais là, on ne parle même pas d'énergie potentielle. Pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a pas de hauteur au point C. Il n'y a pas de hauteur au point C. Et bien sûr, on ne parle pas de l'énergie potentielle élastique, on ne voit pas de fil ni de ressort. Donc, l'énergie mécanique au point B va se réduire à l'énergie cinétique au point B. Donc, l'énergie mécanique au point B est égale à 1 demi de MVB. Et quand on fait l'application numérique, on constate qu'on a 2,25 joules. L'énergie mécanique en C, aussi pareil, elle va se réduire en énergie cinétique au point C. OK? Donc, ça sera égal à 1 demi de MVC carré. Mais au début, vous savez que l'énergie mécanique est égale à énergie cinétique plus énergie potentielle. Ça, vous le savez. OK. Alors, maintenant, on vous demande de conclure. Qu'est-ce que vous remarquez? Que l'énergie mécanique en C, elle est différente de l'énergie mécanique en B. Donc, si vous avez l'énergie mécanique en C différente de l'énergie mécanique en B, qu'est-ce que vous dites? Vous dites que le système n'est pas du tout conservatif. Mais ce n'est qu'évident. Entre B et C, on sait que les forces de frottement ne sont pas du tout négligeables. Donc, c'est clair que l'énergie, et c'était prévisible bien sûr, l'énergie mécanique en C sera différente de l'énergie mécanique en B. OK. Alors, on va continuer. Troisièmement.
Troisièmement, donc là, la conclusion, elle est très simple. Le système de trou n'est pas du tout conservatif. Donc là, on constate que les forces de frottement ne sont pas du tout négligeables. Maintenant, la troisième partie, on vous dit en C. Donc ici, en C. En C, le mobile quitte la piste avec sa vitesse VC. OK? La première question, on vous dit établir dans un repère CX, CY l'équation de la trajectoire, de sa trajectoire. En B, calculer la distance CD, cette distance, la distance CD. OK? Cette distance, où D est le point d'impact du mobile. Ok, là c'est bien précisé. Ok, on vous demande ainsi de calculer la durée du saut et en déduire la vitesse en D, ça veut dire VD. D, la dernière question, calculer l'énergie mécanique du système en D et conclure aussi. Donc là on vous demande aussi est-ce qu'elle est conservative ou pas. Celui-là. Donc, avant tout, il faut passer par les conditions initiales. Et d'ailleurs, j'ai l'habitude de vous le dire. OK? Elle quitte ici, donc le solide quitte, pardon, ici le point C. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer par les conditions initiales d'abord. OK? On a XC est égal à 0, YC est égal à 0. Donc, VC suivant X, OK? Suivant cet axe, OK? Est égal à VC. VC, donc vous avez VC. Maintenant, suivant l'axe Y, c'est égal à 0 et perpendiculaire. OK? Axe Y. Maintenant, ici, on va appliquer la RFD pour étudier le mouvement suivant X et Y. OK? En appliquant la RFD, donc suivant, donc la seule force ici appliquée, c'est le poids. La force de frottement n'existe plus ici. OK? Ou plutôt, elle est négligeable. On dit que la force de frottement, elle est négligeable. Ici, elle est négligeable. Donc, on a P. Pourquoi P? Parce qu'il n'existe ici qu'une seule force. Les autres forces sont négligeables. P égale à MA. P vecteur égale à MA vecteur. Donc, ici, suivant l'axe OX, on a 0 est égal à MA. Pourquoi? Parce que ici, le poids, suivant l'axe X, est égal à 0. Ici, elle est perpendiculaire, bien sûr. Donc, A est égal à 0, mais la masse, remarquez, ici, la masse M, elle est différente de 0. Elle existe. Donc, ici, comme que l'accélération est égale à 0, donc le mouvement est rectiligne uniforme suivant l'axe OX. Donc X égale à VCT. Maintenant, suivant l'axe OY, qu'est-ce qu'on a? Suivant l'axe OY, ça existe. On a, le poids existe ici. Ici, il faut tout simplement P égale à MA, donc MG est égal à MAY, donc on simplifie à Y est égal à G. Donc le mouvement est rectiligne uniforme valide. OK? Et son équation horaire, on sait très bien, est égale à 1 demi de A, au lieu de dire AT carré, ici on va le remplacer par G, plus VC, YT, plus YC. Et ça, les deux sont égales à 0. On les a dit ici, OK? Dans les conditions. Ici, VCY et YC. Donc on aura l'équation Y est égale à 1 demi de GT au carré, OK? Donc, c'est l'équation de la trajectoire qu'on cherche. On a T égale à XC. On remplace ça dans Y. On a Y est égal à quoi? Y est égal à G, X carré, c'est 2VC carré. OK? Donc, Y est égal à 0,2 X au carré. Donc, l'équation de la trajectoire bien est parabolique. Alors, B, on nous demande de calculer la distance CD. Donc, ici, écrivons d'abord l'équation de la droite, RD. Donc, on sait que Y ici est égal à quoi? X tangente de 45 plus R. Donc la droite, elle est tangente à la. Donc pour déterminer A ici, elle est tangente, donc Y égale. Donc c'est une droite, c'est l'équation d'une droite. Y, c'est la forme AX plus B. Et A est égal à tangente alpha. Ok, c'est-à-dire tangente de l'angle alpha 45, qui est égal à 1 bien sûr. Alors ici, plus ici c'est R. Donc là on obtient Y égale à X plus 2. OK? Pourquoi? Parce qu'ici, le tangente de 45, on a dit égal à 1. Alors, ici, comme je vous ai dit que comme que ici la droite D, elle a, comme que bien sûr D appartient ici à la droite RD, regardez très bien, hein? Et au trajet ici, bien sûr. Donc, on aura, ici, vous avez Y égale à 0,2 X au carré. Donc, Y, on remplace
puisqu'on a dit que c'est au point D, on a 0,2 x au carré, 0,2 x au carré, x au point, bien sûr, D est égal à quoi? Est égal à ça, xd plus 2. Donc ici, en calculant, ici xd, ici vous avez bien sûr delta égale à b au carré moins 4ac. Donc xd est égal à 6,17 mètres. Ok, donc comment j'ai fait? Ici, j'ai remplacé par quoi? Par 0,2x au carré. Mais c'est au point D, on va dire c'est xd. Ok, c'est ce qu'on vient de faire ici. On a transposé l'autre. Ici, on a dit que c'est xd. Ok, alors, donc là, xd, on l'a. Ok, maintenant, on va essayer de chercher, bien sûr, yd. Mais tout ça, c'est pour chercher la distance. Cette distance, c'est CD. Ok, c'est la distance CD qu'on cherche. On va passer par des relations mathématiques qui est simple. Mais là, quand même, avant de faire ça, on va déterminer yd qui est égal à xd plus 2. Ok, et qui est égal à ça. Puisque xd, on l'a, on ne fait que remplacer. Donc yd est égal à 8,17 mètres. Donc, pour déterminer CD, CD égale à quoi? C'est une relation mathématique qui est simple, qui est égale à racine carrée de quoi? De xd moins xc au carré plus yd moins yc le tout au carré. Et qu'est-ce qu'on sait? Xc égale à 0, yc égale à 0. Donc, ce qui nous donne racine carrée de xd au carré plus yd au carré. Donc, CD, cette distance CD est égale à 10,24 en calculant. Vous pouvez toujours vérifier, mes chers élèves. Donc, on a le temps mis aussi. On nous a demandé de déterminer le temps mis. Donc, x, t au point D plutôt, égale à xd sur vc. Et on trouve finalement t au point D est égal à 1,23 secondes. Ok, 1,23 secondes. Et on nous demande bel et bien de calculer cette vitesse, la vitesse, donc VD. VD est égal à la racine carrée de VDX au carré plus VDY au carré. Donc ça, vous le savez très bien. Or que VDX égale à VC, VDY est égal à, bien sûr, GTD au point D. Donc on ne fait que remplacer ici, VDX c'est VC, VDY c'est GTD. GT au point D bien sûr, et T, on l'a déjà ici, n'est-ce pas? Donc on ne fait que remplacer, en remplaçant, on va trouver la vitesse au point D est égale à 13,27 mètres par seconde. Maintenant, entre C et D, vous savez très bien que les forces de frottement n'existent pas. Si les forces de frottement n'existent pas, on a l'énergie cinétique, l'énergie mécanique au point D sera égale à l'énergie mécanique au point C. Pourquoi? Parce que le système se conserve. Si les forces de frottement n'existent pas, le système se conserve. Donc, mes chers élèves, j'espère que cela vous a servi à quelque chose. Ok. Donc, on a fait un exercice de cinétique, de la cinétique chimique. Ok. Et un exercice de dynamique, on peut dire qu'il engendre pas mal d'informations. J'espère que cela vous aidera, bien sûr, à débuter votre année 2021. Et au salam.